Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast 360, podcast où l'on parle de tout. Aujourd'hui, nous recevons Mamoudou Halourou, avec qui nous allons aborder le sujet épineux qui est celui de l'argent. Investir, épargner, tout le monde y pense, mais comment le concrétiser? Mamoudou Halourou, bonsoir. Bonsoir, Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Ali Mamoudou. Je suis conseiller en investissement. Donc, c'est un peu, enfin, ça tourne un terme un peu général, mais derrière, en fait, grosso modo, j'accompagne des personnes sur leurs projets. Donc, pour réaliser leurs projets, et ces projets-là, c'est véritablement divers et variés. Donc, si je peux donner quelques exemples très rapidement, certaines personnes qui viennent me voir peuvent vouloir, en fait, que je les accompagne pour préparer leur retraite. D'autres me disent qu'on a des enfants et on veut épargner pour préparer leur étude. D'autres viennent parce qu'ils ont une forte fiscalité. Par exemple, pour du coup, comment on peut faire pour qu'ils s'enrichissent via leur impôt, etc. Donc, il y a quelques projets un peu exotiques, hein, donc enfin, exotiques, préparer du capital pour le mariage ou d'autres aller faire le tour du monde. C'est vraiment divers et varié, donc c'est du sur-mesure. Mon engagement, c'est de les accompagner durablement sur ce qu'ils réalisent, donc pour donner une idée. Tu accompagnes aussi des entreprises ou juste des personnes? Alors, effectivement, très bonne question. Je ne l'ai pas mentionné, mais oui, j'accompagne en fait, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes morales et également des personnes physiques. Donc, selon la problématique que le chef d'entreprise a, ben, on peut travailler et sur son entreprise et sur sa personne physique directement. Ok, super. Alors, peut-être un petit mot que j'ai oublié quand même de dire, c'est je perds en fait, mais vous allez m'excuser, mais j'ai oublié. Merci déjà pour vous de me donner l'occasion d'intervenir sur, sur les épisodes que vous faites. Je trouve que vous faites du très bon travail, donc Merci continuez beaucoup. ainsi et ça me fait vraiment plaisir de participer à cela. Merci à C'est nous qui te Ah, remercions. en tout cas, c'est nous qui te remercions, Amadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, c'est normal. Donc, on va commencer par une question, je pense, assez basique que tout le monde se pose. Comment épargner? Alors, comment épargner? C'est, c'est assez large comme question, j'ai envie de dire. Euh, J'aime bien souvent, qu'est-ce que tu entends par comment épargner? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En Aujourd'hui, fait? par exemple, si quelqu'un gagne, peut-être un nouveau diplômé qui commence à travailler et qui gagne 1 million, par exemple, de francs CFA. On va prendre le cas du Niger. Il gagne 1 million de francs CFA. Combien est-ce qu'il doit épargner? Y a-t-il un pourcentage qu'il faut épargner? Il faut épargner selon tes besoins. Ok, très bien. Par rapport à cette question, souvent on dit que on épargne environ un tiers de nos revenus. Après, derrière, c'est selon la typologie en fait, des dépenses de la personne. Souvent, c'est si comme on parle, on met vraiment les mots sur cette chaîne-là. Souvent, dans des cultures africaines, c'est assez compliqué d'épargner. Quelque part, en fait, c'est pour épargner, je dirais déjà avant de se dire que je mets une proportion, c'est quelque part en fait se mettre déjà des objectifs. C'est pourquoi j'épargne. Voilà. C'est C'est très pourquoi important. j'épargne. Voilà. Et ça, en fait, la réponse à ce pourquoi j'épargne va driver mon comportement en tant qu'épargnant. Parce que si je commence en fait tout simplement par me dire que pour quelqu'un qui démarre, qui a 1 million, c'est et qui se dit, OK, aujourd'hui je travaille, je ne sais pas, peut-être surtout si, comme tu parlais tout à l'heure du Niger, généralement les personnes commencent avec, enfin, de ce que j'ai eu à remarquer, à observer, pas mal de CDD. Donc, il n'y a pas beaucoup de... C'est rare, enfin, en tout cas, j'ai rarement eu écho de CDI. Donc, c'est-à-dire que durée déterminée peut sous-entendre que ça peut finir à n'importe quel moment. Enfin, en tout cas, à une durée déterminée. C'est Et exactement ça. voilà, du coup, le renouvellement n'est pas possible. Et Mhm. du coup, si je me donne cela comme objectif, c'est de me dire que, OK, je sais que j'ai devant moi 2 ans, par exemple, de contrat.
mais rien ne me garantit qu'au bout de ces 2 ans-là, ça va être renouvelé. Beaucoup de personnes vont se baser sur ça pour prendre des responsabilités, se marier, avoir des enfants, etc. Maintenant, c'est aussi simple que cela. La question à se demander, à se poser en premier lieu, c'est qu'adviendra-t-il en fait de moi et de ma famille si jamais ce CDD-là s'arrête? Donc, il me faut au moins peut-être réussir à sécuriser ne serait-ce que un an, enfin, ne serait-ce que quelques mois de salaire. Et ça devient déjà un premier objectif que je vais qualifier de me dire que je vais avoir une épargne de précaution. Et je sais que j'ai besoin de 6 mois de salaire. Ça me fait, par exemple, 6 mois de salaire, du coup, 6 millions. À voir juste comment, là, je ne vais pas faire de calcul à tue-tête, mais voir juste comment je peux mettre, en fait, de côté, du coup, quelle est la proportion de mon épargne que je mettrai de côté, même si je ne le fais pas fructifier, mais que je vais mettre de côté, qui me permettra d'économiser sur un horizon de 2 mois, 2 ans plutôt, 6 mois de salaire. Ok. Et Ouais. si Le plus voilà, important, c'est vraiment d'avoir un objectif. Parce que, comment on appelle ça? J'ai remarqué que souvent, j'essaie vraiment d'épargner. Mon objectif, c'est juste d'épargner, avoir de l'argent sur moi. Mais au final, oui, je me retrouve à, OK, j'ai pu épargner, mais je ne sais pas quoi faire de cet argent-là. Et Donc, tu au le final, je dépenses. me retrouve à le dépenser petit Ouais. à petit. voilà, Et au final, ça ne sert à rien. En fait, si tu ne sais pas ce Mhm. que tu vas faire, si tu n'as pas vraiment d'objectif précis, oui, je pense que le plus important là, c'est vraiment d'avoir un objectif, comme tu l'as dit. exactement. Et en fonction Ça de évite, ça, déterminer le pourcentage que, OK, chaque mois, il faut que je mette, je ne sais pas, 20%, 50% de côté. exactement. Et justement, en fait, une fois que tu arrives à mettre le pourquoi, c'est beaucoup plus simple et ça te permet surtout aussi comment je vais dire, d'être insensible aux aléas, en fait, parce que, comment je vais dire, souvent, quand je sais où est-ce que je vais aller, c'est une question de direction. Et j'ai mon objectif, donc je le cible, je marche droit vers cela. C'est-à-dire que du coup, quand il y a des aléas autour, donc d'autres distractions externes, en fait, à cet objectif-là, je peux très facilement les éviter parce que je vais pas dévier, en fait, de ma trajectoire pour aller vers quelque chose qui ne me permet pas d'atteindre mon objectif ou qui va repousser encore de quelque temps mon objectif. Et c'est ça et si on ne l'a pas, ça ne nous aide pas beaucoup, ça nous dessert plus qu'autre chose. OK. Concernant les aléas, les distractions, c'est assez compliqué souvent de les surtout en Afrique. Par Exactement. exemple, on va te dire, OK, il faut donner l'argent de Cambouza, de un tel. Ouais, Il y a ta cousine qui se marie ou ton cousin. Il faut que tu donnes. Et puis, c'est des choses qui arrivent du jour au lendemain que tu ne peux pas planifier. Est-ce tout que à fait. dans ta démarche d'épargner un pourcentage de ton salaire, est-ce que tu dois inclure ces aléas-là? Il faut que tu les calcules déjà à la base, même si tu sais que tu ne vas pas les dépenser tous les mois, mais est-ce que chaque mois, tu dois les prévoir dans ton salaire? Alors, une fois qu'on arrive à déterminer en fait son premier objectif qui est l'épargne de précaution. En fait, moi, ce que je dis souvent, aller plus loin quand je taquine un peu les personnes d'origine africaine avec qui je travaille, c'est qu'il faut d'éviter de jouer à l'africain. C'est-à-dire de faire du scaling de sa vie à chaque moment où son salaire augmente, donc augmenter son niveau de vie en conséquence. À un moment, avant d'entrer dans la vie professionnelle, on avait un niveau de vie qui était raisonnablement bas en termes de dépenses. Donc, pourquoi du jour au lendemain, on se retrouve à mettre en fait la barre haute? Donc, le premier comportement à avoir déjà pour moi avant même cela, c'est se dire que quand je commence à travailler, il ne faut pas que je fasse en sorte que tout le monde le sache. Enfin, c'est-à-dire tout le monde le sache, c'est-à-dire que je vais prendre une maison plus grande, une voiture plus grande, prendre des responsabilités, etc. Cela me permet, dans un premier temps, de me dire que, OK, maintenant, j'ai moins de charges. Je peux mettre
plus de côté et je maximise mon taux d'épargne à ce niveau. Maintenant, quand je vais le faire, il faudrait du coup travailler sur les différentes poches d'épargne que je vais avoir. Je vais avoir une poche d'épargne pour l'épargne de sécurité et je peux aussi mettre de côté parce que, par exemple, si je prends juste le cas où on est africain, il y a le social qui vient, en fait, qui peut contrecarrer nos projets. Dans ce cas, je peux voir comment mettre en place une épargne, en fait, pour ce social-là, pour provisionner quelque chose, enfin, pour utiliser des termes un peu de comptabilité, mais provisionner quelque chose qui me dirait que, OK, je sais qu'à coup sûr, quelqu'un va avaler un marteau, quelqu'un va aller se débrouiller pour avoir un enfant et sans avoir prévu, ça va me tomber dessus. Donc, peut-être je mettrai quelque chose de côté pour cela, pour pouvoir faire face à cela. Et maintenant, pour moi, l'approche, certes, c'est dur hein, ce que je vais dire, mais c'est que si jamais j'arrive à le faire, mais à mettre déjà, en me disant que je peux mettre 20% de mon épargne, de mon salaire sur moi-même, donc je vais me rémunérer chaque mois avec 20% de mon argent, il faut que j'oublie que j'ai 1 million. En fait, il faut que je commence à vivre avec 800 000 et que je m'en tienne à cela. Donc, pour résumer, c'est vraiment se dire que il faudrait peut-être quelque part programmer, prévoir, enfin, il faut prévoir cette poche-là, cette poche d'aléas, d'aléas africains, donc pour pouvoir en fait faire face à toutes les sollicitations qu'on n'a vraiment pas du tout prévues. Et peut-être ça peut aller. Si ça ne va pas, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi, il ne faut pas se faire violence, quoi. Donc, si on ne peut pas, on ne peut pas. Hein. Oui, il faut faire ce que tu peux et puis c'est tout. Exactement. Mais c'est malheureusement ce qu'on a aussi du mal à faire dans nos sociétés parce que certaines personnes peuvent aller jusqu'à se mettre en difficulté pour pouvoir apporter de l'aide à d'autres. Je ne sais pas si perso, je juge que ce n'est pas la bonne approche, mais bon, chaque personne a sa sensibilité là-dessus. Et du coup, moi, j'aurais une question plutôt concernant les investissements. OK. Dans l'investissement, chez nous, Mamoula, elle avait déjà abordé ce sujet sur Instagram il y a quelques temps. Généralement, quand tu es jeune salarié, au-delà de l'épargne, il faut investir. Il faut investir parce que du coup, on nous dit quand tu épargnes, l'argent, il reste dans le compte. Et voilà. Alors que quand tu es dans l'investissement, l'argent va se reproduire. Donc, l'idée, c'est de reproduire de l'argent et de s'enrichir. Sauf que chez nous, quand on dit il faut investir, généralement, ça s'arrête. Il faut acheter des parcelles. Ouais. Tu vois, il faut acheter des parcelles. Donc, tu te retrouves à acheter des parcelles un peu partout. Et sauf que, est-ce que c'est le seul investissement qu'il peut y avoir chez nous? Parce que, par exemple, moi, je réside en France et on entend partout plusieurs types d'investissements comme l'assurance vie, investir dans des entreprises, que ce soit des entreprises déjà matures ou même des startups. En bourse. Voilà, investir en bourse. Et je trouve que chez nous, soit ça n'existe pas, ça je ne sais pas, j'espère que tu pourras nous dire, ou en fait, on n'en parle pas, on n'est pas assez éduqué sur ces questions parce que moi, j'aimerais bien investir au Niger au-delà du simple immobilier ou de la simple parcelle, en fait. Il y a plusieurs questions dans la question que tu viens de poser et qui amènent, à mon sens, à plusieurs réalités dans notre pays. Les gens pensent beaucoup immobilier parce que, bon, par essence, on se dit que c'est une valeur refuge, ça prend toujours de valeur, etc. Sincèrement, actuellement, déjà, si je dois donner mon avis sur l'immobilier au Niger, je trouve que c'est beaucoup plus une valeur spéculative parce que les gens mettent l'argent dessus parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils l'achètent à 1 million. Le mois prochain, ils peuvent le revendre à 1,5 million. Ça, il n'y a pas du tout de maîtrise des prix. Il n'y a pas de contrôle. Les prix sont faits n'importe comment. Donc, ça flambe et les gens arrivent à s'enrichir dessus rapidement. Pour moi, c'est ça déjà.
si maintenant, je vais revenir à une notion déjà de se dire, quand on parle de patrimoine, pour se créer du patrimoine, je vais travailler sur deux piliers essentiels. Le pilier de l'immobilier et le pilier des placements financiers. C'est ce pilier-là que majoritairement au Niger et qui n'est pas bien exploité. Pour moi, il y a plusieurs raisons à cela. Et peut-être une des raisons, c'est tout simplement l'ignorance. Tout simplement, pour moi, c'est vraiment l'ignorance des mécanismes des marchés financiers, de certains types d'investissements financiers. Si je dois donner une deuxième raison, je reviendrai sur la première. Peut-être la deuxième raison ira un peu plus dans le sens de l'aspect, enfin, sur des questions religieuses. Parce qu'il y a des gens souvent qui s'interdisent de faire certaines choses parce que pensant que leur religion leur interdit cela, alors que derrière, c'est juste parce qu'ils ne connaissent juste pas les contours de ce que leur permet ou pas leur religion. Du coup, en revenant sur le premier point, donc de l'ignorance, malheureusement, en fait, il y a aussi, on a pas mal de solutions, en fait, au Niger, pas mal. Si je commence vraiment de façon basique, il y a des livrets, enfin, des livrets ou des comptes épargne. Sur ces comptes épargne-là, il y a de mémoire, allez, vous m'excusez ou bien pour ceux qui vont écouter, qui ont l'actualité, les chiffres plus en tête. Moi, j'avais en tête que les comptes épargne au Niger rémunèrent environ 3,5% le trimestre. Donc, enfin, autant pour moi, le semestre. Donc, le semestre. Donc, c'est le taux déjà... d'intérêt, c'est ça? Oui, c'est la rémunération d'un compte, c'est le rendement pour moi. Voilà, c'est le rendement pour moi de l'épargne en fait pour les comptes classiques. Pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont en France, on va dire c'est un peu l'équivalent du livret A. Donc, 3,5% le semestre. Donc, voilà, ça c'est un premier niveau d'épargne. Dessus, par exemple, quelqu'un pourrait mettre son épargne de précaution. Maintenant, si on va un peu plus loin, tout à l'heure, Ravi, tu parlais d'assurance vie. Ben, il faut savoir que l'assurance vie, ce n'est pas qu'une spécificité française. Enfin, il y a des spécificités à la française, mais il y a aussi de l'assurance vie au Niger. Du coup, sauf que ça, il faut le connaître. Il faut le connaître, il faut s'approcher, en fait, se rapprocher des assureurs pour savoir, en fait, derrière, qu'est-ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de ces assurances-vie-là, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et là, il y a deux comportements. Le premier, c'est déjà l'image que les assureurs envoient dans notre pays qui ne leur, comment je vais dire, qui les dessert. C'est le fait qu'on les voit comme des escrocs parce que les gens ont plus des assurances obligatoires. Donc, et que souvent tu as un accident, on te dit que tu n'es pas indemnisé. Or, une assurance vie est différente d'une assurance voiture, auto et tout ce qu'il y a. Donc, une assurance vie, c'est un produit d'épargne. Donc, il faut aller vers ces assureurs-là pour savoir en fait où est-ce que je peux mettre mon argent. Ils vont vous proposer des assurances vie qui sont généralement, en tout cas, il y a quelques temps, ça remonte à au moins 3 ans, j'ai demandé à quelqu'un d'aller se renseigner sur comment sont les assurances vie au Niger. Je crois que la personne elle a même reçu une simulation d'un gars qu'il a rencontré en assurance. J'ai juste trouvé que au regard de ce qu'il a simulé, moi, à mon niveau, hein, c'est moi à mon niveau, je pourrais faire mieux. C'est juste ça. Donc, voilà. Mais du coup, ça veut dire quand même qu'il y a des choses intéressantes à faire. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un problème au niveau de peut-être des termes de l'éducation. Moi, quand je vivais en tout cas, quand j'étais à Niamey, j'entendais souvent les parents, les grandes personnes parler d'assurance vie. Ah, un tel est décédé, il y a l'assurance vie. Mais avec le temps,
je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas en fait d'assurance vie en tant que contrat d'épargne, mais plutôt une assurance prévoyance. Exactement. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, les gens ne sont pas sensibilisés à l'assurance vie, contrat d'épargne en fait. Exactement. Parce qu'il y a une confusion avec le contrat de prévoyance qui va indemniser la famille du défunt ou tout simplement le bénéficiaire du défunt en cas d'accident ou en cas de sinistre. Voilà, ce qui est différent en fait du contrat d'assurance vie où tu vas épargner de l'argent et ton argent va croître en fait. Tout à fait. C'est très, très bien dit en fait là-dessus. Je rajoute, après, faisons juste quand même un chouïa à la part des choses, c'est que dans une assurance vie épargne également, il peut y avoir, enfin pas il peut, il y a une clause bénéficiaire, donc qui fait que si la personne décède, le capital sera versé à ses héritiers ou une personne qu'elle aura désignée de son vivant. Donc à garder en tête. Mais oui, et ça, ce n'est pas que au Niger, hein. C'est que même ici, en France, je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette vision prévoyance, en fait, de l'assurance vie, et donc qui pensent que c'est quelque chose qu'ils n'auront que si jamais ils décèdent. Donc, ils me disent souvent, je me souviens d'un cas où la personne me dit, pourquoi je mettrais de l'argent dessus alors que je ne vais même pas en profiter? C'est quand je vais mourir que quelqu'un d'autre va en profiter. Donc, c'est drôle, mais c'est l'ignorance déjà à ce niveau. Et pour rajouter encore un autre élément d'épargne, mais là, ce dont je suis en train de parler, du coup, c'est important de se rapprocher de professionnels en la matière pour savoir. Vous avez vu, le compte, pour récapituler, le compte épargne, il faut juste aller à la banque pour l'ouvrir. L'assurance vie, il faut juste se diriger vers une agence, comment je vais dire, un agent général ou une agence d'une marque quelconque d'assurance pour aller. Et on va arriver à un autre level qui est la bourse. Mais on peut investir dans la bourse en étant au Niger. Maintenant, vraiment pour tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas du tout en train de conseiller quelqu'un pour le faire. Donc, ce n'est pas du tout du conseil en investissement, mais c'est juste dire qu'on peut le faire. Il y a, le Niger fait partie, comment je vais dire, je pense que c'est notamment au niveau de l'UEMOA. Donc, du coup, il y a la Bourse régionale des valeurs mobilières, justement, donc la BRVM, où je peux investir, en fait, sur les entreprises, en fait, de la zone. Et là, ce n'est pas que des entreprises nigériennes. Moi, de mémoire, je pense qu'au Niger, il n'y a que la BOA Niger, en fait, qui doit être cotée. Donc, je ne me souviens pas avoir vu une autre entreprise, mais n'empêche, je peux investir sur des entreprises telles que quasiment toutes les BOA, là, toutes les banques, en fait, BOA, Niger, Mali, Sénégal, il y a Burkina, et son côté, une bonne partie des banques, il y a Coris Bank qui est coté. Vous avez des marques comme Total Côte d'Ivoire, Total, je ne sais plus, Total Sénégal. Vous avez Bolloré Logistique qui est coté. Vous avez des marques d'autres entreprises, un peu EcoBank qui est coté. Vous avez, en fait, il y a plein d'autres entreprises qui sont cotées. Et véritablement, les niveaux de rendement sont plutôt intéressants. Donc, on peut y aller. Pour ce faire, vous avez deux choix. Le premier, vous y connaissez très bien. Et dans ce cas, il faut juste passer par une société intermédiaire de gestion pour ouvrir un compte et pouvoir faire vos transactions. Donc, et vous allez faire vos achats, vos reventes tout seul. Pour ceux qui sont au Niger, qui n'ont pas envie de se casser la tête, normalement, il y a une société intermédiaire de gestion donc, au Niger. SGI. SGI Niger, mais vous n'êtes pas obligé de passer par ça. Donc, c'est vos choix. Et d'autres, en fait, enfin, il y en a au Sénégal et partout. Donc, chacun n'a qu'à prendre celui qui lui convient. Donc, pour faire sa gestion lui-même. Et si la personne ne s'y connaît pas, n'a pas la connaissance nécessaire,
normalement, souvent, ces sociétés-là proposent aussi en fait des mandats de gestion. Donc, en contrepartie d'une rémunération, c'est elles qui vont gérer votre argent, quoi. Ok. Donc, ça, c'est aussi une option. Tout à l'heure, tu avais donné disons, une astuce pour Mhm, pouvoir, enfin, une astuce, disons, plutôt lorsque tu arrives à épargner de l'argent, il faut avoir un objectif. C'était ça l'astuce. Euh, ouais, Moi, j'ai vraiment un gros problème. C'est que mhm, quand j'ai accès à l'argent, ouais. je ne peux pas vraiment économiser comme je veux. Je peux pas, j'utilise pas ça fait combien d'années que j'ai un compte en banque, mais Mhm, j'utilise jamais mon compte épargne ou livret A ou whatever, comment on l'appelle là. Je fais mhm. pas ça parce qu'au final, ok, même si je fais ça ce mois-ci, quand j'ai besoin, je vais aller récupérer l'argent là pour remettre dans mon compte courant. Faut vraiment pas que j'ai accès à l'argent. C'est quoi les solutions que tu donnerais? Est-ce qu'il faut faire une tontine ou tu sais que là, vraiment, même si tu as envie jusqu'à, tu peux pas aller demander à la personne, ah, j'ai besoin d'argent, il faut me donner. C'est quoi les astuces que tu donnerais? Ouais. Alors, là, j'avoue que c'est très compliqué. C'est vraiment assez compliqué si on n'a pas la discipline d'être rigoureux là-dessus. Enfin, tu n'es qu'une humaine quelque part, donc, et c'est normal. C'est normal du coup. Et dans ce genre de situation, en fait, souvent, mais je prends le cas dans lequel, on va dire, l'environnement dans lequel je suis. Moi, quand j'ai quelqu'un comme ça, c'est de lui faire une épargne forcée. Quelque part, c'est de lui faire une épargne forcée où je vais mettre en place des versements programmés sur un support type, par exemple l'assurance vie. Et là, ben, en fait, et je suis transparent avec lui, hein, je lui pose le deal. Est-ce que tu penses que tu peux vraiment, si je te laisse cet argent, si je te laisse cet argent-là, je peux te faire confiance pour que tu mettes ton épargne de sécurité. S'il me dit non, je lui dis, dans ce cas, je te le prends et je te le mets sur tel support et ça nous permettra d'avoir au moins ton épargne de sécurité. Et donc, maintenant, si notre environnement ne nous permet pas de le faire, du coup, il faudrait chercher ce qu'on peut faire du coup, dans notre environnement. Si on ne peut pas, la tontine est une bonne solution, je trouve. Je ne suis pas un un fan de la tontine, mais c'est quand même, je reconnais que sur ce point-là, ça permet à certaines personnes de vraiment mettre de côté de l'argent qu'ils auraient consommé sinon. C'est ça. Et puis très souvent, les gens qui font des tontines, ils ont vraiment un objectif fixe que dès que je récupère ma tontine au bout de 12 mois ou 2 ans, je sais Mhm. que je vais faire telle chose avec ça. Oui. Donc, mais par contre, du coup, c'est ça qui est un peu dommage. Enfin, à mon sens, hein, c'est se dire que ils ont cet objectif-là, mais il faut forcément qu'on les contraigne en fait pour pouvoir mettre de côté ici. Parce que la tontine, c'est quand même aussi une forme d'épargne contrainte, on est d'accord. Ouais. Ah, On tu n'a pas peux l'accès à choisir. l'argent. Tu n'as pas accès à Ouais, l'argent quand tu veux. Et, exactement. Ouais, et c'est chaque mois, ça. faut verser parce que Faut bon, verser Mhm. que tu veux ou non, tu as commencé, c'est fini. ouais, c'est Tu as comme une mangé dette, une quoi. fois. Donc, ça Exactement. revient à ce qu'il a dit au début. En fait, il faut vraiment avoir un objectif. Tu gagnes de Mhm. l'argent, tu as un objectif. Tu mets de côté, tu investis. Après, tu jouis de ton argent. C'est ça. Comme moi a dit, le fait d'avoir l'argent à côté ou le fait de ne pas avoir d'objectif, rapidement, tu touches à ton épargne et c'est fini. Et tu reviens Oui. à zéro. Donc, Donc, c'est... pour continuer, Mhm. tout à l'heure, Rabi parlait d'investir. Oui. D'investir. OK. Peut-on investir sans épargne? Bon, je pense que la question, elle est évidente. La réponse est évidente. Ou Et quand peut-être j'ai pas, posé tu peux moi-même, être je me suis dit, surprise, ah, hein. maman, toi aussi. Ou pas, tu peux être surprise, hein. N'est-ce pas, Rabi? Peut-on... Optimiste, toi. Alors, peut-on investir sans épargne?
c'est-à-dire sans qu'on ait, autrement dit, sans qu'on ait un stock d'épargne. Voilà, propre, Une grosse somme. personnel. Voilà, grosse somme peut-être, ou bien ton propre argent. OK. Du coup, tu viens de mettre un autre mot, mais si je mets oui, je dirais oui, on peut investir sans épargne, enfin sans avoir un stock. C'est-à-dire, du coup, ça va être de travailler sur son flux. Derrière, moi, ce que ça veut dire, c'est juste que quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à mettre 50 € de côté pour préparer, en tout cas pour s'initier, c'est-à-dire que toi, étudiant, tu me dis que, OK, Mamoudou, j'ai compris la nécessité de mettre un petit peu de côté. Je vais préparer mon avenir efficacement pour telle ou telle raison, ou ce qu'on a réussi à définir. Avec 50 €, on peut commencer déjà à mettre un chouïa de côté et après faire ajuster au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de raison, de dire que je vais d'abord attendre d'avoir beaucoup pour commencer. Chaque personne, en fait, commence avec ce qu'elle peut. Moi, je vais un peu rebondir sur la question d'Alima. Pourquoi je dis qu'elle peut être surprise? Parce que moi, je n'ai pas fait ça, hein, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes qui n'ont pas d'investissement de départ, qui n'ont pas d'épargne, mais qui vont aller faire un emprunt bancaire, acheter un bien immobilier, mettre en location ce bien et payer le crédit avec avec l'argent de la location. Le revenu. Voilà. Et une fois que le revenu une fois que la dette elle est payée, le bien leur appartient et voilà, c'est ça un investissement. Et là, ils vont commencer enfin à manger l'argent du loyer. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que crédit pour investir. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, et Mamie a rajouté en fait un autre mot quand elle disait de l'argent qu'on n'a pas. Et oui, je pense que c'est très, très, très bien. C'est très, très bien. Maintenant, j'approuve, mais je vais nuancer juste un petit peu mes mots par rapport à juste la façon dont Rabi, tu l'as décrit là. Aujourd'hui, je mets les choses dans le contexte actuel où on est. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de stock, vraiment de l'épargne disponible, je pense que il faut raison garder. Difficilement, une banque va nous financer. C'est-à-dire que le temps où je mettais les mains dans la poche pour aller m'asseoir en face du banquier et lui dire, monsieur le banquier, j'ai ce bien-là et je veux que vous me financez. Et monsieur l'investisseur, combien avez-vous? Je n'ai rien. Il dit, OK, je le fais. C'est quasiment révolu. Aujourd'hui, il faut mettre quelque chose de côté. Il faut mettre quelque chose sur la table. Où le discours que je vais avoir, c'est maintenant, non pas, je n'ai rien financé moi tout, mais j'ai de l'argent et je veux quand même mais je ne veux pas le mettre. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est deux langages différents. C'est d'un côté, j'en ai, mais je ne veux pas mettre. De l'autre côté, je n'ai pas. Et du coup, je ne peux que vous demander en fait de me donner tout. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, ce que vous avez mentionné là tout à l'heure, je l'appelle, si j'utilise le jargon, on va dire qu'on va l'appeler l'effet de levier du crédit. C'est le levier du crédit, c'est comment, en fait, je vais utiliser l'argent de deux personnes, le banquier et le locataire, pour m'enrichir. Donc, derrière, certaines personnes, quand je l'explique de façon, en fait, générale, j'explique toujours que quand je parle de levier, ça veut dire qu'il y a un effort que je vais faire. Donc, il y a un effort. Souvent, l'analyse que les personnes font, c'est tout simplement loyer versus crédit. Et si le loyer est supérieur au crédit, ils sont contents, c'est bon. Or, on oublie souvent que à côté du loyer, les loyers sont, par exemple en France, les loyers sont imposés. Parce que je suis propriétaire, je vais avoir une taxe foncière.
parce que peut-être j'ai fait des travaux, je vais les avoir. Du coup, quand on analyse vraiment sur une année tout, peut-être que en fait, les loyers seront inférieurs aux charges. Donc, on a un effort que j'appelle effort d'épargne. Donc, c'est quelque part ce petit montant-là que je vais placer chaque mois sur un support, en fait, un placement qui s'appelle immobilier. Et au bout de quelques temps, ça va me permettre de détenir tout le bien grâce justement à l'aide du locataire. Donc, ça m'aurait permis d'aller un peu plus vite que ce que j'aurais fait si j'étais seul. Donc, faire l'immobilier via le levier du crédit, pour toute personne qui le peut, je trouve que je le recommande fortement. Tout à l'heure, tu disais qu'au Niger, par exemple, principalement, l'immobilier, comme dirait Rabi, qui est le premier choix d'investissement je pense, de nos générations passées et même la nôtre, c'était très spéculatif et que ça pouvait changer d'un jour à l'autre. Donc, d'après toi, dans quoi il faudrait investir en fait, finalement? Alors, dans tout, en fait, dans tout, il faut faire de l'immobilier. Ben, ce que je disais peut-être sur l'immobilier, c'est surtout que aujourd'hui, moi, de mon point de vue, je ne sais pas si je dirais point de vue expert parce que je n'ai pas analysé le marché en tant que tel, c'est plutôt sur une base empirique. Je trouve que les prix au Niger évoluent de façon anarchique. Donc, et les gens, souvent, je rencontre des Nigériens qui me disent, quel intérêt j'ai à investir en France alors que j'achète un terrain à 5 millions aujourd'hui, dans un an ou dans 2 ans, je le revends à 7-8 millions. Donc, il faut calculer le rendement de l'opération. C'est un peu trop abusé pour un horizon de 2 ans, 1 an. Donc, maintenant, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas faire de l'immobilier, il faut le faire, je le recommande fortement pour toute personne qui peut. C'est une valeur refuge, ça a ses avantages, donc il faut le faire. Derrière, si on peut diversifier, donc il faut le faire également. Le secret ou la règle d'or, si je le dirais, si je peux le dire, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, par exemple, faire du commerce, faire, je ne sais pas, autre chose. Du commerce, Je pour sais moi, pas ça si revient Mahmoud... de l'entrepreneuriat, là, pour le coup. Oui, C'est de l'entrepreneuriat. On n'est plus... pour moi, dans la façon dont je définis le commerce, pour moi, c'est entreprendre. Oui, c'est ce que je voulais dire, tu as compris. Oui, pour ceux qui ont l'âme entrepreneur, ça peut être... C'est une très bonne solution également. Oui, et du coup, est-ce que toi, tu conseillerais d'investir dans d'autres entreprises? Par exemple, pour moi, je n'ai pas l'âme très entrepreneur, on va dire, mais j'ai un peu d'argent de côté. Je connais Mamou, je connais Alima, ils ont leur entreprise. Et bon, j'ai envie de miser en elle et tout. Et je me dis, bon, elles, là, elles vont être millionnaires. Moi aussi, je vais être millionnaire avec elles. Donc, Ouais. Ouais, Rabi. donc je vais mettre de l'argent dans leur entreprise et tout. Et toi, dans un contexte, on va dire, africain, nigérien, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça, vraiment, alors, on va toujours continuer avec la franchise comme on le veut. Je dirais, c'est très risqué. D'accord. C'est très risqué dans un contexte. Alors, déjà, qu'on se comprenne, une fois que tu décides du coup d'investir dans l'entreprise de quelqu'un, donc de Halima ou de Mamlai, tu vas, dans ce cas, prendre en fait en contrepartie d'un partage de leurs gains, tu prends aussi le risque que de perdre ton capital si jamais elles font faillite. Ça, pour moi, c'est déjà le premier point. Maintenant, si vous arrivez à vraiment faire ce partenariat-là ou comment je vais dire, pas partenariat, mais l'investissement que tu vas faire dans leur entreprise, vous arrivez à mettre cela vraiment noir sur blanc, à mettre
comment je vais dire, à verrouiller tous les aspects réglementaires derrière l'investissement, c'est déjà un premier point, que ça évite déjà un point où Alima va te truander et derrière, à la maison, on va te dire non, tu ne peux pas la traduire en justice parce que c'est de l'argent inimhinsuru. C'est, il faut patienter parce que souvent au Niger, c'est la règle d'or. Dès que quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, on va dire oui, mais il faut patienter. Donc, pour moi, C'est un membre de ta famille, là. ah oui, donc c'est encore le niveau de risque Ouais, augmente encore plus. c'est là que tout est gâté même. Exactement. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre-là. Ça devient quand même quelque part, si vous devez classer les niveaux de prise de risque, en fait, dans les investissements, aller investir directement son argent dans certaines entreprises peut vraiment commencer, on commence à se mettre sur les tops un peu plus haut, en fait, à ce niveau-là. En France, quelque part, en fait, on va appeler ça soit, dans certains cas, il y a du private equity, du capital investissement. Donc, je vais investir via des fonds propres directement dans le capital de certaines entreprises. Donc, et là, la majorité des fonds où je peux le mettre, on est sur une échelle de 7. C'est-à-dire qu'il y a une classification de risque qui va de 1 à 7. Le capital investissement est généralement classé 7. Donc, pour donner une idée. Et ça peut prendre plusieurs formes, mais ce dont tu parlais là tout à l'heure peut aller dans ce sens-là. Donc, pour dire que j'atteins déjà le summum en termes de prise de risque. Et maintenant, tu le rajoutes au Niger, je pense que tu atteins 8 ou 9. Mais Mahmoudoudine, est-ce que tu aurais des échos, des informations, s'il y a des structures comme ça au Niger, ou de capital investissement où tu peux faire des placements comme ça? Parce qu'en vrai, moi, je me dis, ça peut être, si tout est bien carré, voilà, il y a des contrats, tout est net, on va dire. Ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant pour les deux parties et pour l'entrepreneur qui a besoin de cash pour faire croître son activité et pour toi-même qui veut investir et qui espère récupérer plus après. Alors, j'aurais vraiment, mais très sincèrement voulu te dire oui. Et je n'en ai pas. Mais alors, c'est pas pour dire que ce que je sais par rapport à ça, c'est que, en fait, moi, à mon niveau, là, bon, ça ne me dérange pas du tout d'en parler, j'ai un projet de ce genre-là. Et c'est-à-dire vraiment de créer un fonds de capital investissement. D'ailleurs, même là, en échanger avec vous, je sais que, donc, il y a des gens qui pensent à ce genre d'initiative, mais est-ce qu'il y a des fonds déjà existants? Je n'ai pas connaissance de cela, mais peut-être qu'il y en a. Donc, ceux qui vont nous écouter, qui vont commenter les vidéos, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça pour, ou bien à donner les informations, mais je ne connais pas. Ouais, pour moi, si je dois vraiment commenter, parce que c'est vraiment c'est une très bonne chose parce que si on prend je me remets un peu dans le contexte français actuellement. En 2020 ou 2021, je ne sais même plus c'est quelle année, il y a eu environ plus de 2000 entreprises qui ont été accompagnées par des fonds de capital investissement. Et c'est des entreprises qui, quelque part, en fait, s'il n'y avait pas ce genre de fonds, ces entreprises-là n'auraient peut-être pas survécu à la crise du Covid ou tout simplement dans leur phase de démarrage. Donc, pour dire à quel point c'est très important et c'est des entreprises qui n'ont pas forcément accès au crédit bancaire ou si elles ont le crédit bancaire, c'est quelque chose de lourd parce que souvent, quand on crée une entreprise, on démarre, on n'a pas forcément la solidité financière pour assurer tous les mois, tous les trimestres, les mensualités du crédit. Et là, pour moi, c'est vraiment peu importe si ça peut donner des idées, pour moi, c'est vraiment dans nos pays, c'est quelque part ce genre de fonds-là qui peuvent nous permettre d'avoir en fait de très grosses entreprises qui vont émerger et via en fait ces aides-là, ces apports en fonds et sur quelques années,
vous mettez l'argent, mais aussi l'expertise qu'il faut pour les accompagner, en fait. Donc, je digresse un peu, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment permettre le développement du tissu des petites, moyennes entreprises et même des entreprises de taille intermédiaire. Tout à l'heure, on avait parlé j'avais partagé mon manque de discipline, disons, Discipline. par rapport à comment gérer mon argent et tout. Je pense qu'une astuce en tout cas, une astuce qui pourrait aider les gens, moi, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de commencer à faire, là, d'essayer de me forcer à le faire. C'est soit télécharger, il y a plein d'applications, en fait, qui te permettent de planifier tes dépenses. Donc, de façon mensuelle, tu sais que telle date, je dois payer telle facture, telle date, je dois payer tel prêt à la banque ou etc. C'est des logiciels qui peuvent t'aider. Il y en a plusieurs là. Je vais essayer de faire une liste et de partager ça sur Instagram. C'est des logiciels qui t'aident et en plus de ça, ils t'envoient des notifications de rappel. Donc, même si tu ne penses pas à ça automatiquement, il t'envoie une notification, je ne sais pas, la veille ou bien quelques heures avant que, OK, aujourd'hui, ton salaire, il rentre, mais à telle date, le 5 du mois, le 10 du mois, tu dois virer de l'argent dans tel compte, tu dois payer telle facture. Donc, ça, c'est un moyen d'être discipliné. Et il y a aussi la manière traditionnelle, juste un papier et puis un stylo, tu fais ça à la main, mais au moins, tu fais ça et tu as des dates que tu dois respecter. C'est effectivement, je t'avoue que ces applis-là, peut-être je suis un très mauvais élève, là, enfin, je ne les connais pas beaucoup. Je vois pas ça passer souvent dans des pubs et tout. Donc, tu les vois en fait, et ça, en tout cas, ça aide beaucoup. Il y a des gens que je rencontre souvent qui ont ces applis et c'est des personnes qui connaissent à la loupe, mais souvent, en fait, je suis bluffé. Les gens, à la virgule, leurs dépenses, en fait. À la virgule, leurs dépenses. C'est-à-dire que moi, quand je suis admiratif en face de ces personnes-là, c'est ce mois-ci, j'ai dépensé tant, virgule tant, et ce mois-ci, c'est plutôt ceci. Ça, donc, elles arrivent vraiment à monitorer convenablement leurs dépenses. Donc, c'est une piste, en fait, là-bas pour aider. C'est comme faire un régime, en fait. Il y a les applications qui t'aident. Mais si tu n'y mets pas du tien, elles ne vont pas te servir à grand chose. Ouais. Mais je pense qu'on arrive dans un monde où il faut vraiment apprendre à épargner, en fait. La vie coûte de plus en plus cher. On est dans une société de consommation où autour de toi, on te pousse à consommer, à consommer, à consommer. Je ne sais pas si vous êtes team iPhone, je pense que tout le monde est team iPhone. Mais iPhone, non. Samsung, Huawei. Non. iPhone, juste. Ah non, si, enfin. iPhone. Merci les filles. Bon, monsieur, iPhone, Huawei, quoi? Alors, c'est un Samsung. Je vous avoue que moi, les appareils électroniques, celui qui traîne avec moi là, je crois que, attends, 2008? Wow. Non, pas 8, n'exagérons pas. 2018, je crois que c'est le 2018. C'est vraiment vieux quand même. À un moment, on te pousse tellement à consommer, à dépenser, il y a déjà des gens, ils ont beaucoup de mal à épargner. Sans compter même les problèmes que tu as déjà, mais en plus, tu dépenses. Certains se disent, mais pourquoi je vais épargner, en fait, je vais mourir de toute façon. Like, YOLO, pourquoi je vais épargner, en fait, pourquoi perdre mon temps pour épargner, je vais mourir et tout. Mais après, quand tu as des enfants, même pas quand tu as des enfants, et quand tu as ta famille, quand tu as des enfants, même pour toi-même, je pense que c'est vraiment très, très important d'épargner, quoi. Et vraiment, Mamoudou, merci beaucoup pour tous les tips que tu nous as donnés aujourd'hui, quoi. Après, je pense, Salim, que tout ça fait partie de la discipline, en fait. Oui. Ça fait vraiment partie de la discipline. En fait, nous-mêmes, on doit se dire, tiens, j'ai mon petit budget plaisir. Donc, je décide que ça, là, c'est pour moi, c'est mon me time, quoi. C'est pour moi. Et que je ne vais pas déborder. iPhone. Moi, comment j'essaye de me discipliner, je me dis, Apple, là, ils n'ont pas besoin de ton argent. Ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ça marche.
Moi, ça marche. Franchement, la seule chose qui ne marche pas encore pour le moment, c'est la nourriture. Bon. J'ai failli poser la question. Je voulais demander chacun dans quoi il dépense son argent inutilement. J'ai failli demander et puis Rabi, tu as répondu, bon, maman et toi? Oui. Franchement, je ne sais même pas. Hein. Tu gaspilles seulement. Dans l'application de mon compte en banque, là, je vois souvent, ils me disent, ah, vous avez dépassé votre budget nourriture, je ne sais pas quoi. Ah bon? Tu comprends pas comment ça? Tu comprends bien même. Mais je pense Mamoudou, et toi? Alors moi, waouh. Je réfléchis, je vais vous répondre. Donc c'est beaucoup. Toi, tu es discipliné. Hein? Non. Alors, j'ai ma discipline, à moi. Mais je pense que si on prend sur un mois quand même, c'est plutôt la bouffe quand même qui me prend pas mal de choses. La nourriture. Après, il y a des moments où, moi, généralement, c'est peut-être en voyage, sur les voyages, je me lâche raisonnablement. Je me lâche raisonnablement sur les voyages, mais voilà quoi, parce que j'aime bien. Alors, il y avait une idée là qui vient de me venir tout à l'heure, parlant de ce que Mamou disait pour la discipline. Pour des personnes ce n'est jamais trop tard, je dirais, et ou pour ceux qui commencent vraiment, qui entrent dans la vie professionnelle. Ce qui peut être intéressant, c'est se dire que vous mettez en place, en fait, vous ouvrez un autre compte, un deuxième compte bancaire, différent de celui dans lequel votre argent vous tombe chaque mois. Et un compte épargné, voilà, un compte bancaire différent. Carrément différent. En tout cas, épargne bancaire ou en tout cas quelque chose différent de votre compte principal. Et du coup, vous mettez en place un système de virement programmé. Virement automatique, oui. Voilà. Donc, ça va dessus et dans la tête, et c'est là, et c'est ce qui peut marcher, peut-être pour ceux qui sont disciplinés, c'est dans ma tête, j'ai 1 million de salaire de CFA naturellement. Ou pas. Par mois. Et du coup, je mets par exemple, ne serait-ce que 100 000 euros et 100 000 francs. 100 000 francs par mois. Et je sais que je me contrains à vivre sur 900 000. Donc, sur 900 000. Et là, même si demain, c'est-à-dire que même si demain, j'ai vraiment un problème qui dépasse mes 900 000 là, le fait que je veuille être rigoureux devrait me contraindre, par exemple, soit à dire non, si c'est une sollicitation à laquelle je peux dire non. Si je ne peux pas, au lieu d'aller puiser dans cette épargne-là, je vais plutôt peut-être privilégier d'aller prendre un crédit de très court terme auprès de quelqu'un pour subvenir aux besoins. Et le mois prochain, je rembourse dans les 900 000 là toujours. Donc vraiment, en fait, que je vive sur 900 000 à partir de là. Et puis, ça nous permettra demain de regarder dans le rétroviseur et se dire que, ah ouais, j'ai mis 1,2 million sur un an, j'ai mis 2,4 millions sur 2 ans, etc. Il faut vraiment être strict. Hein? C'est ça. Ou bien faire le système de tontine aussi. Vraiment quelque chose que tu sais que tu n'as pas la main sur ça, tu contrôles pas ça. Parce que je pense que c'est vraiment une grande difficulté qu'on a, nous les jeunes là, qui sont dans, disons, la vingtaine, trentaine et même plus peut-être. C'est vraiment ne pas avoir accès à l'argent. Et je voulais rajouter aussi quelque chose par rapport à, OK, c'est bien de planifier tes dépenses, avoir une application avec des dates pour chaque dépense que tu auras dans le mois. Mais j'ai remarqué aussi que souvent, on a tendance à vouloir se priver de certaines choses. Par exemple, je vais dire, OK, à partir de maintenant, je ne vais plus aller au restaurant, c'est fini complètement, je ne vais plus faire de shopping. Alors que c'est faux, c'est quelque chose que souvent, c'est plus fort que toi, en fait. Souvent, c'est plus fort que toi. Moi, je pense que la solution, ce n'est pas de couper complètement
Parce qu'il faut se faire plaisir, c'est important aussi. Ouais. Et tu sais que c'est difficile pour toi de résister à certaines choses. La solution, je pense que ça serait peut-être de budgétiser ces choses-là, mais quand même d'avoir ces dépenses-là de prévues, disons tous les mois, si tu veux acheter des vêtements. Je sais que tous les mois, je vais acheter des vêtements, mais tous les mois, je vais me fixer un objectif. Il ne faut pas que je dépasse tel montant. Au lieu de couper complètement, ça peut t'aider. Parce qu'il y a des gens, par exemple, moi, euh, si je décide de couper certaines dépenses, au final, ce que je vais dépenser là, quand j'aurai envie d'en acheter, ça va être pire que, pire que, pire Tu que, avais fait... voilà. Ouais. Mieux vaut que je dise, OK, je vais acheter un peu tous les mois que de dire, OK, à partir de maintenant, je n'achète plus. Et dans 6 mois, je vais avoir une très grosse envie de faire du shopping. Là, ça va être la catastrophe. Je pense que ça. Ah, les dames avec le... Là, on va traiter de misogynie ou bien de ces trucs mais je comprends vraiment je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que il faut le faire, il faut faire en sorte de ne pas se frustrer déjà et aussi de pas, enfin, Comprends de vivre la réellement. vie qu'on veut, de vivre la vie qu'on veut. Maintenant, donc c'est juste choisir ses batailles. Si la vie que Mhm. je veux, si la vie que je veux, c'est celle-là qui doit faire en sorte que je dépense tout jusqu'au dernier euro, au moins le mois, il faut juste que dans ce cas, je m'attende à ce que si j'ai un souci financièrement, ça va être compliqué. Mhm. Et si la vie que je veux, c'est de vivre raisonnablement et que demain, j'aimerais avoir un matelas de sécurité, donc il faut conscientiser à mettre petit à petit quelque chose de côté. Donc, mettre le budget de côté, là, comme tu disais, c'est vraiment pour moi très important. Au moins, c'est prévu. Mhm, ouais. Nos frères et sœurs qui nous écoutons et qui nous écoutaient, vraiment, épargner, c'est dur. En tout cas, moi, là, non, pas. C'est-à-dire que, comme il a dit, pour épargner, genre vraiment pour bien, bien épargner, tu peux être prêt à prendre un crédit pour ne même pas toucher. Enfin, tu dois être prêt à prendre un crédit pour ne pas toucher à ton épargne. Tellement pour te dire que, franchement, il faut être fort dans la tête. Et il faut, comme on a dit, non, le maître mot, c'est discipline et objectif, quoi. Et oui, c'est c'est vraiment cela. Et je dis souvent, une des choses qui me fait faire, en fait, ce que je fais là, il y a un chemin qu'on est en train de pas mal reproduire dans nos pays, c'est que les gens ne le prennent pas mal, que souvent, en fait, notre produit de retraite, ce sont nos enfants. Donc, derrière, en fait, on les élève pour qu'ils s'envolent, on élève l'enfant pour qu'il s'envole avec le nid familial. Alors que, au lieu, et quand on regarde un peu dans d'autres environnements, dans d'autres réflexions, on essaie d'élever l'enfant pour qu'il s'envole du nid tout simplement. Donc, qu'il vole de ses propres ailes et on fait en sorte, nous, d'être libres de gérer, enfin, d'assurer nos vieux jours. Donc, ne pas épargner, moi je l'ai vu, c'est derrière se retrouver à la retraite, surtout dans nos pays, avec en fait en comptant sur ses enfants. Donc, et c'est un cycle un peu, en tout cas, infernal qui se crée dans le sens où les enfants vont grandir dû au fait qu'ils doivent gérer la charge des parents et la leur. Donc, ils ne pourront pas mettre quelque chose de côté. Ils feront le même chemin demain parce que eux aussi, du coup, ils ne prépareront pas bien les vieux jours. Ils vont compter aussi sur les enfants, etc., etc. Pour moi, c'est quelque chose que, au-delà de la solidarité africaine qu'on a entre nous, les familles et tout, mais il faut vraiment qu'on songe à y mettre raisonnablement des limites, quoi. Mahmoud, en tant que tu es conseiller en épargne et investissement, qu'est-ce que tu penses de l'éducation financière? Financière. Est-ce que c'est quelque chose que quand tu as grandi, là, et que tu t'es mis dans le domaine des finances, de l'épargne et de l'investissement, est-ce que tu as Mhm. senti que, disons, par rapport à ton background d'avoir vécu au Niger et tout, il nous manque ça?
Est-ce que, Oh oui. à quel moment tu penses que, est-ce que c'est dès que tu es petit, là, à quel moment tu penses que les parents, ils doivent vraiment t'apprendre l'éducation financière, la valeur de l'argent, comment gérer l'argent, à quoi ça sert l'argent, pourquoi l'argent c'est important? Alors, je vais dire que oui, dans un premier temps, je pense que c'est au Niger, en fait, au Niger et un peu partout, hein, un peu partout, on a ce manque d'éducation financière parce que, en fait, quelque part, notre relation avec l'argent est aussi un peu spéciale. Si je dois donner une statistique par rapport à l'éducation financière, tellement en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. J'ai celle en France, une étude en fait de la Banque de France dit que 77% des Français jugent avoir un niveau de connaissance faible à insuffisant sur les questions d'éducation financière. Du coup, si on transpose cela sur une population de 60 millions à une population d'une vingtaine de millions au Niger, donc si jamais on arrive à ce niveau-là, on se rend compte déjà en fait de ce qui manque. Donc, comment y amener des éléments de réponse dans la famille déjà dans un premier temps, c'est accepter le fait que l'argent, ce n'est pas un tabou. Dans nos pays, après, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais souvent les gens ont tendance à croire que les personnes qui n'ont pas, enfin, surtout quand on est dans un pays à dominance musulmane, que l'argent, c'est quelque chose qui peut te faire dévier du chemin. Donc, celui-là qui n'a pas l'argent, qui est pauvre, celui qui pourra être, en tout cas, le pieux ou quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être parce qu'il galère un peu dans ce bas monde, il va être bien de l'autre côté. Ce qui fait que on peut déjà, de rien que de par nos croyances religieuses, avoir une certaine approche par rapport à l'argent. Et de l'autre côté, ben, c'est des choses en fait qui ne nous viennent pas, qui ne nous tombent pas dessus comme ça, hein. Si on n'a pas grandi dans le milieu, soit on part chercher l'info ou on nous apprend ça à l'école. Et à l'école, c'est de très loin l'endroit où on va nous apprendre à comment en fait euh, gérer son argent, gérer ses finances ou à quoi sert l'argent. On Donc, t'apprend à calculer et puis c'est tout. non, non, mais quand j'ai commencé ce que je faisais, bon, pour faire un peu l'histoire, je suis actuaire de formation. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un ingénieur en actuariat finance. Actuariat, c'est des statistiques de la finance. Tu te tapes, mais vraiment des calculs à un niveau. Tu te tapes de la finance à un niveau, mais je vous promets, je rencontre des actuaires, ils n'ont quasiment aucune culture financière, aucune éducation financière. Donc, faire des études en finance ne sous-entend pas avoir une éducation financière. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est souvent on évite de nous parler d'argent quand on est jeune parce que les parents se disent, ah, après Nigba Nourougomo, c'est pas bon. Ça même. Alors que, par exemple, ici au Canada, l'âge légal pour commencer à travailler, c'est 14 ans. Et T'as vu ça? beaucoup d'adolescents travaillent ici. C'est genre, on t'oblige un peu, en fait, à aller travailler, en fait. Mhm. Les parents t'obligent un peu à aller travailler, ce qui fait que quand ils grandissent là, ils savent c'est quoi la valeur de l'argent. Ils Il y savent a ça. comment dépenser l'argent. Ils savent que, ah, ok, je commence à travailler. Voici comment ça va se passer lorsque je serai à la retraite. On Mhm. leur parle de compte épargne, compte pour ta retraite, tout ça là. Ils sont quand même très informés parce que dès le bas âge, on les a mis dans le bain en fait. Alors que nous, c'est Exactement. vraiment, quand tu commences à travailler, ton premier salaire ou bien ton salaire de la première année, tu sais même pas quoi en faire. C'est maintenant que tu vas demander aux parents, ah, qu'est-ce que vous pensez? Et eux, ils vont te dire de faire la même Est-ce chose que, qu'ils ont fait. est-ce que, est-ce que tu demandes même, parce que le premier salaire, là, normalement, on te C'est pas pour demande toi. Oui, de c'est venir pour la à la fête famille. Partager avec, non? la Pardon. Le famille, de deuxième. donner à Ah, tout le ça. monde. Oui, Non, et c'est pas dans justement ça, on va venir te demander de faire la fête avec. Donc, En tout cas, et donc, c'est ça, moi, on m'a fait ça, hein. Et mon père, il avait pris une pré-retraite. Et 2 ou 3 ans après, il a recommencé à travailler là. Donc, je lui ai rappelé la même chose. J'ai dit, ah,
ton premier salaire, là, c'est pas pour toi, hein? Donc, il n'a qu'à venir, vous allez partager, c'est ça. Et puis, par rapport au manque d'informations, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il y a pas d'âge pour s'informer, en fait. C'est jamais trop tard. Aujourd'hui, l'information est partout. Souvent, Ouais. si tu n'as pas d'argent pour payer quelqu'un qui va t'expliquer les choses, il y a les réseaux sociaux, il y a, je sais pas, Internet, il y a des gens qui donnent comment on appelle ça, des masterclass si tu as de l'argent ou des coachs ou des gens comme toi, par exemple, que les gens peuvent contacter pour s'informer. Et c'est jamais trop tard, même si on n'a pas eu cette notion de il faut épargner depuis qu'on était enfant. Mhm. Parce que même à 50 ans, hein, c'est jamais trop tard en fait. Tu peux trouver Mais l'information tant que tu la cherches. clairement, mais c'est très, 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 très important ce que tu viens de dire là. C'est, en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. C'est sûr que quand je prends conscience, le bon moment, ça va être maintenant. Si, c'est vraiment, entre nous, une fois, je me suis retrouvé en rendez-vous avec quelqu'un euh, d'âge un peu plus âgé quand même. Et la personne, en fait, je vous assure, lorsque je lui ai dressé la stratégie patrimoniale sur comment on peut, sur un horizon, mettre des choses en place, il a limite, en fait, il a failli pleurer. Parce que il était là en me disant, mais je suis en train de regarder. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais je me rends compte du temps que j'ai perdu. Du temps que j'ai perdu. Parce que malheureusement, c'est quelqu'un que, en fait, le manque d'information, pour le coup, le manque d'information a fait qu'il n'a pas pu bien faire ce qu'il voulait, en tout cas faire certaines choses. Et à un moment, il n'est que dans la quarantaine, hein, et il se juge déjà trop vieux pour certaines choses. Moi, je lui dis, mais tu es très jeune. Il dit, il faut pas se bloquer. Il faut juste, en fait, comprendre à chaque stade où est-ce qu'on en est. Il y a des gens, en fait, qui sont dans une phase de création de patrimoine. Et donc, à ce niveau-là, il faut vraiment qu'ils mettent le paquet pour créer le maximum. Parce que avant de songer à jouir ou de gérer, il faut d'abord créer quelque chose. Et quand je crée, je peux me permettre demain d'optimiser cette création-là et après d'en profiter. En tout cas, merci Mamoudou pour ton temps, pour ta disponibilité, pour toutes les informations que tu nous as données lors de cette discussion. Donc, pour te contacter, comment on fait? Pour ceux qui aimeraient te contacter pour avoir des conseils personnalisés sur leur patrimoine, sur leur futur investissement. Alors, généralement, il faut savoir que souvent même pour ceux qui vont aller sur mon LinkedIn et tout, on va voir, il n'est même pas à jour. Je travaille exclusivement par du bouche à oreille, je fais jamais de pub. Donc, alors, comment vous passez les contacts là? Enfin, j'ai mon numéro de téléphone et mon adresse mail, quoi, pour ceux qui veulent m'écrire. Bah, donne ton adresse mail, par exemple, et nous mettrons ton numéro également en description pour ceux qui voudront te contacter. Est-ce que c'est possible aussi de te rencontrer en personne, vu que tu habites à Paris, pour ceux qui sont à Paris, par exemple? Oui, c'est possible, hein. J'ai mon bureau qui est enfin, pour ceux qui sont à Paris. En fait, aujourd'hui, avec le Covid nous a simplifié un peu l'exercice, donc le travail. Donc, j'ai mon bureau qui est à Saint-Lazare, Paris-Saint-Lazare. Donc, c'est là-bas, mais généralement, c'est soit je fais des rendez-vous en présentiel, du coup, dans mon bureau ou en visio sur Zoom. En tout cas, merci encore d'être passé sur le podcast et, Avec plaisir. et merci pour tous tes conseils. Merci à vous aussi, c'était un échange des plus intéressants. Ça conclut bien la semaine. Merci, bye. Au revoir.